Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule d'introduction à la psychométrie. Nous poursuivons dans cette 9e capsule vidéo l'illustration d'un protocole des analyses statistiques et psychométriques qui pourrait être mené dans le cadre d'une étude de validation d'échelle. La seconde partie de ce protocole d'analyse consiste à la réalisation d'analyses psychométriques en théorie classique des tests. Pour commencer, on analyse les items d'un test pour vérifier que chaque item mesure bien le même trait latent. On réalise alors des corrélations total-item et des corrélations inter-item. Ces corrélations portent d'autres noms selon le nombre de modalités par item. On peut réaliser par exemple des corrélations inter-item nommées corrélations polychoriques lorsque l'on a des items avec des modalités de réponse ordinales. Lors de l'observation des corrélations entre les items, on s'attend à ce que les items corrèlent positivement entre eux. De manière générale, on supprime les items qui présentent une corrélation négative ou une corrélation positive inférieure à 0,30. Dans cet exemple, est-ce que vous supprimeriez un ou plusieurs items? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour prendre le temps de réfléchir. La réponse est non. Tous les items présentent bien une corrélation positive supérieure à 0,30. Comme mentionné plus haut, les corrélations inter-item et total-item portent un nom différent selon le type de données pour lesquelles on les applique. Par exemple, on peut réaliser des corrélations inter-item nommées corrélations item-rest et les D de Summers lorsque l'on a des données dichotomiques. Lors de l'observation des corrélations entre les items, on s'attend à ce que les items corrèlent positivement entre eux. De manière générale, on supprime les items qui présentent une corrélation négative ou une corrélation positive inférieure à 0,30. Dans cet exemple, est-ce que vous supprimeriez un ou plusieurs items? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour prendre le temps de réfléchir. La réponse est oui, parce que tous les items ne présentent pas une corrélation positive supérieure à 0,30. En effet, l'item 14 donne à réfléchir, parce qu'il présente un RIR inférieur à 0,30. Mais son D de Summers est acceptable. Selon les résultats obtenus aux prochaines analyses, on décidera de garder ou pas cet item. Il est important de noter que l'on doit préalablement aux analyses factorielles réaliser 2 tests pour savoir si les analyses factorielles sont pertinentes. Ces 2 tests sont le test de sphéricité de Bartlett et le calcul de l'indice KMO. Le test de sphéricité de Bartlett permet d'observer si les variables d'un ensemble de données corrèlent suffisamment entre elles pour mesurer un nombre de facteurs restreint. Si les corrélations sont nulles, cela signifie que les données ne permettent pas de mesurer un trait latent en particulier. Pour ce qui concerne à présent l'indice de KMO, cet indice varie entre 0 et 1. S'il est proche de 0, cela signifie que l'échantillon qui a permis de récolter les données est trop petit pour réaliser les analyses factorielles avec une puissance statistique suffisante pour interpréter les résultats par la suite. Si l'indice KMO est proche de 1, cela signifie que la taille de l'échantillon est très importante et favorable à la réalisation d'analyses factorielles. On peut réaliser des analyses factorielles seulement si le test de sphéricité de Bartlett est significatif et si l'indice KMO est supérieur à 0,50. Autrement dit, on peut réaliser des analyses factorielles que si les variables d'un ensemble de données corrèlent suffisamment entre eux pour mesurer un nombre de facteurs restreints et que si la taille de l'échantillon est suffisamment grande pour permettre une puissance statistique convenable. Sur R, on peut réaliser ces tests avec la fonction KMO et Cortès-Bartlett du package PSYC. Une fois ces conditions d'application remplies, on peut décider de réaliser des analyses factorielles. On commence par des analyses factorielles exploratoires. L'analyse factorielle exploratoire est une méthode statistique qui permet de déterminer combien de facteurs latents sous-tendent de nos données. Il est conseillé d'appliquer au moins 2 méthodes d'analyse factorielle exploratoire afin de comparer les différents résultats proposés. On peut par exemple réaliser un map ou une analyse parallèle. Sur l'illustration, on observe la représentation graphique des résultats de l'analyse parallèle obtenue sur R avec la fonction fa.parallèle du package PSYC. L'analyse parallèle a suggéré ici un modèle à 3 facteurs.
Puis on réalise une analyse factorielle confirmatoire. L'analyse factorielle confirmatoire est une méthode statistique qui permet de déterminer si l'ensemble de nos données correspond bien au modèle théorique. Durant cette étape, on précise donc le modèle, autrement dit, on indique le nombre de facteurs et à quel facteur appartient chaque item. Pour vérifier la validité d'un test, on réalise souvent des analyses factorielles pour observer l'ajustement, le fit, entre l'ensemble des données récoltées et le modèle théorique. Selon Boateng, on observe un bon ajustement lorsque les indices TLI et CFI sont supérieurs ou égaux à 0,95, tandis que les deux indices de l'erreur doivent être le plus faible possible. L'indice RMSEA doit être inférieur ou égal à 0,06 et le SRMR doit être inférieur ou égal à 0,08. En lisant des articles en psychométrie, vous vous apercevrez très rapidement que ce ne sont pas toujours les mêmes seuils qui sont utilisés en fonction des auteurs. L'important lorsque l'on écrit un article ou un compte-rendu est de référencer les seuils appliqués. Néanmoins, la logique reste la même. Les erreurs doivent être les plus petites possibles, alors que l'ajustement doit être le plus élevé possible. On étudie la fidélité d'un test, autrement dit la cohérence interne d'un test en calculant des indices. Ces indices se fondent sur le calcul des covariances entre les items. Il existe différents indices que l'on applique selon le type de données que l'on a. On ne choisira pas les mêmes indices selon que l'on ait des données dichotomiques ou des données polytomiques. Il est vivement conseillé de calculer au moins deux indices. On s'attend à ce que les indices soient supérieurs ou égaux à 0,70 pour une cohérence interne d'un test satisfaisante. Les indices KR20 et KR21 ont été élaborés pour mesurer la fidélité d'un test à données dichotomiques. Le KR20 est plus précis que le KR21 parce qu'il prend en compte le nombre de réponses correctes et incorrectes. L'oméga et l'alpha de Cronbach sont utilisés pour mesurer la fidélité d'un test ou d'une échelle, composée d'items proposant plusieurs modalités de réponse, autrement dit pour des données polytomiques. Néanmoins, il est important de retenir qu'il ne faut surtout pas calculer d'alpha de Cronbach lorsque l'on a des données dichotomiques et ou une échelle multidimensionnelle. Lorsque l'on a des données ordinales et ou binaires, il est conseillé d'utiliser l'alpha ordinal, qui est une amélioration de l'alpha de Cronbach pour ce type de données. De plus, l'alpha de Cronbach essuie beaucoup de critiques parce qu'il est un indice trop conservateur. Et ce, parce qu'il sous-estime la cohérence interne d'une échelle, menant le chercheur à ne pas utiliser un outil qui produit des scores fidèles. Ainsi, plusieurs études en statistique démontrent que l'oméga de McDonald est un indice alternatif à l'alpha. Par conséquent, il est communément recommandé par la communauté scientifique de calculer deux indices, l'alpha et l'oméga. Une fois l'échelle ou le test construit, les chercheurs proposent l'outil à un échantillon de participants. Une fois les données récoltées, les analyses psychométriques peuvent avoir lieu. Les méthodes d'analyse varient selon le type de données. Ces analyses permettent la suppression des mauvais items ou des items inutiles dans l'objectif d'avoir un outil qui permette de mesurer avec précision ce que l'on veut qu'il mesure. J'entends par mauvais items les items qui ne mesurent pas ce que l'on souhaite qu'ils mesurent. Et j'entends par items inutiles les items qui ne contribuent pas à la précision d'un test. Voici quelques articles pour vous aider à aller plus loin. Je vous remercie de votre attention.